L'affaire Patrice Allègre. Au début, c'est un banal fait criminel. Puis, au fur et à mesure de l'enquête, cela devient une série de meurtres. Et, en tirant le fil de la pelote, les enquêteurs découvrent un vaste réseau de pédophilie où se mêlent sadomasochisme et sacrifice humain, et dans lequel seraient impliqués d'importants politiques et magistrats. Avant que tout s'effondre. 4 septembre 1997. Les pompiers d'une caserne du 15e arrondissement de Paris alertent la police. Ils viennent d'intervenir dans un immeuble pour un banal incendie. Dans les décombres de l'appartement en flammes, ils ont découvert un corps. C'est celui d'une jeune femme. Prévenus, les hommes de la 6e direction de la police judiciaire interviennent. Ils vont vite se rendre compte que cette mort n'a rien d'un accident. Quand on a vu l'état de la pauvre jeune femme qui était sur la mezzanine, là on a compris que c'était ni un suicide ni un accident. Elle avait été partiellement brûlée par le souffle de l'explosion et elle avait des traces de sang importantes sur la zone fessière ainsi que sur ses parties intimes. Et sur le lit, on a trouvé un élément plein de sang, qui n'avait pas à se trouver là, qui nous a laissé présager le pire. Cet élément plein de sang, c'est une carotte de 21 cm de long. La victime est identifiée. Elle s'appelle Isabelle Chichery. Elle a 31 ans et elle travaille à la SNCF. L'enquête commence pour savoir qui pouvait bien en vouloir à ce point à Isabelle Chichery. Dans sa vie plutôt tranquille, plutôt réglée, les policiers ne repèrent rien d'anormal. Jusqu'au moment où ils interrogent une amie de la jeune fille. Celle-ci leur déclare qu'elles sont parties toutes les deux en vacances, en Espagne. Là-bas, elles ont rencontré un Toulousain. Elles avaient repris contact avec lui depuis peu. Un Toulousain. Les policiers font le lien avec un homme recherché pour diverses affaires de meurtre et de viol à Toulouse. Ils ont été prévenus par leurs collègues de Haute-Garonne. Cet homme dangereux se trouve à présent à Paris, même si on ne connaît pas sa localisation exacte. Les policiers parisiens ont cependant son nom et connaissent certains de ses proches. Ils proposent à plusieurs d'entre eux une collaboration contre de l'argent. Justement, l'un d'eux est contacté. Sans dire pourquoi on le cherche, le Toulousain fait comprendre qu'il est en cavale, qu'il a besoin d'être hébergé d'urgence. L'indique prévient donc la police. Ensemble, ils élaborent un plan pour que le Toulousain soit arrêté. L'indique lui donne les clés d'un de ses appartements. À son arrivée, sans qu'il les repère, 2 policiers se glissent avec lui dans l'ascenseur et l'interpellent. Ils ne le savent pas encore, mais ils ont entre les mains l'un des pires tueurs en série de l'histoire française. Il s'appelle Patrice Allègre, et son affaire va avoir des retentissements jusqu'au plus haut sommet de l'État. Un mois plus tôt, Allègre avait quitté la France et s'était rendu dans le sud de l'Espagne. Là-bas, il rencontre 2 amies en vacances, avec qui il sympathise. L'une d'elles s'appelle Isabelle Chichery. Cette dernière lui donne son adresse. Lorsqu'Allègre se rend à Paris, quelques jours avant son interpellation, il l'appelle. Il n'a pas de logement, il est SDF, il a besoin d'argent. Isabelle Chichery se propose de l'héberger. Elle le payera de sa vie. Les policiers ont maintenant entre les mains un homme qui a commis un meurtre. Mais ils ont d'autres questions à poser à Patrice Allègre. Pour lui, une équipe de la gendarmerie est venue spécialement de Toulouse. Les gendarmes toulousains savent qu'ils ont peut-être entre les mains un tueur et violeur en série, celui-là même qu'ils traquent depuis des années. Mais ils doivent encore remonter le fil de toutes les histoires qu'ils ont récoltées.
Samedi 27 janvier 1990. À Bonrepos-Riquet, en Haute-Garonne, 2 promeneurs profitent de l'air frais du matin. Tout à coup, dans un fossé, ils tombent sur une vision d'horreur. Le corps d'une jeune femme, partiellement dénudée. La police identifiera rapidement Laure Martinet, étudiante de 19 ans. Son père avait signalé sa disparition 2 jours plus tôt. Laure avait été prise en stop alors qu'elle rentrait de Toulouse. Selon les premiers éléments de l'enquête, la jeune femme a été violée, étranglée, puis jetée dans le fossé où les promeneurs l'ont découverte. Les gendarmes ont un sentiment. Elle connaissait son agresseur, car elle serait difficilement montée dans la voiture d'un inconnu. Ainsi, ils décident de prélever l'ADN de tous les hommes de son village, Saint-Geniès-Bellevue, afin de le comparer à celui trouvé sur la jeune femme. Tous les ADN des individus mâles du village sont donc prélevés, sauf celui de Patrice Allègre, qui est absent à ce moment-là. L'enquête a été large puisque tous les individus mâles de Saint-Geniès-Bellevue seront convoqués et comparés, ce qui à l'époque est une première très certainement. Hélas, sauf Allègre. Patrice, puisque son frère fera l'objet de comparaison, mais lui tout simplement partira à l'étranger et les enquêteurs ne réaliseront pas qu'il manque un élément mâle défavorablement connu de tout le monde au niveau de la population qui lui ne sera jamais comparé. Et c'était le seul qu'il fallait comparer. Les tests vont donc tous se révéler négatifs. Durant 7 ans, l'enquête va piétiner et aucune piste sérieuse ne va s'ouvrir pour savoir qui peut être à l'origine de la mort de Laure Martinet. Ceci jusqu'au 21 février 1997. Ce soir-là, Émilie Espèce, une jeune fêtarde de 21 ans, fait la connaissance d'un homme dans un bar de Toulouse. Les 2 jeunes gens sympathisent, consomment de l'alcool, de la drogue, puis ils décident d'aller ensemble à une soirée de musique électronique. Le lendemain, Émilie et son nouvel ami passent la journée ensemble. Le soir venu, ils se rendent à une énième soirée festive. À vers 2h du matin, là, je n'avais pas dormi depuis la veille, je commençais à faiblir un peu, je lui ai demandé de me raccompagner. Et puis, il me semble qu'on s'est perdu, on trouvait plus son chemin, et puis là, je me suis endormie. La jeune femme va vivre un cauchemar. Elle va être agressée, puis violée à plusieurs reprises. Je me retrouve la tête sur la banquette, avec des grosses mains qui m'étranglent. Et je me suis dit que c'était terminé, quoi. Au début, j'ai pas compris, puis après, je me suis dit, voilà, c'est la fin. Lui, il avait les yeux exorbités, c'était plus du tout le même, quoi. Par miracle, Émilie va convaincre son agresseur de la laisser tranquille, puis de la déposer chez des amis à lui. 2 jours plus tard, après un bref séjour à l'hôpital, Émilie Espèce dépose plainte. Le mode opératoire va rappeler au lieutenant Soucaz celui de l'homme qu'il traque depuis 7 ans. Et si c'était la même personne qui avait agressé et tué Laure Martinet? L'ADN que l'on prélève sur les vêtements d'Émilie est comparé à celui trouvé sur le corps de Laure Martinet. Et ça match. C'est bien le même homme qui est à l'origine des 2 agressions. C'est grâce à cela que la police va se mettre enfin sur les traces de Patrice Allègre. Recherché pour ce viol, Allègre quitte Toulouse, direction Foix, une ville qu'il connaît, pour s'y procurer régulièrement de la drogue. Lors d'une soirée organisée dans la ville, il rencontre Mireille Normand. Cette dernière prend Allègre en pitié. L'homme dort sous une tente, elle se propose de l'héberger chez elle. Mireille Normand vit seule dans un chalet. La jeune femme de 35 ans propose à Allègre, qui se fait appeler Franck, de dormir sur le canapé. En échange, Franck effectuera quelques travaux dans le jardin. Les premiers jours se passent bien et, peu de temps plus tard,
Mireille va trouver du travail. Elle décide d'organiser une petite fête chez elle pour célébrer cet événement. Une fête très intime. Elle n'invite personne, mais ce sera un dîner en tête-à-tête avec Allègre. Ce dernier veut pousser la relation un peu plus loin. Mais ce ne sont visiblement pas les intentions de Mireille Normand qui le repoussent. Foudrage, Allègre va se jeter sur sa victime. Après l'avoir roué de coups, puis étranglée, il l'enterre dans le jardin. Elle sera retrouvée 3 semaines plus tard par son frère Alain Normand, inquiet de ne plus avoir de nouvelles. En présentant à différentes personnes les photos découvertes chez Mireille Normand, l'une d'elles va reconnaître en Franck une de ses connaissances. Mais elle ne le connaît pas sous le nom de Franck. Pour elle, cet homme s'appelle Patrice et il vient de la région de Toulouse. Pour les gendarmes, une évidence se fait jour. Et si ce Franck, qui s'appelle donc Patrice, était l'homme qu'ils recherchent dans le cadre des affaires Martinet et Espèce? Ils parviennent à mettre ses proches sur écoute et apprennent que l'individu a quitté le sud pour rejoindre Paris. Après le meurtre de Mireille Normand, Allègre s'enfuit donc à Paris, où il tuera Isabelle Chichery, puis mettra feu à son appartement. Tour à tour, les policiers parisiens, puis les gendarmes toulousains parviennent à lui faire avouer les 3 meurtres et les 4 viols. Son apparente absence de remords glace le sang des enquêteurs, à telle enseigne que ces derniers se demandent si le palmarès du tueur s'arrête vraiment là. Ils ressortent leur cold case et ils vont vite découvrir qu'Allègre a d'autres crimes à son actif. En discutant avec Allègre, ils vont comprendre que ce dernier a peut-être un lien avec une mort précédente, classée en suicide. Tout commence alors qu'ils sont encore à Paris, juste après que les policiers parisiens leur ont livré Allègre. Ce dernier vient d'avouer le meurtre d'Isabelle Chichery. C'est à présent au tour des gendarmes de le cuisiner au sujet de Laure Martinet, d'Émilie Espèce et de Mireille Normand. Est-ce que vous savez pourquoi nous venons ? Et là, Patrice Allègre, après quelques secondes de réflexion, susurre « pour Martine », d'une intonation interrogative. Les policiers veulent orienter le tueur vers les meurtres de Laure et de Mireille. L'un d'entre nous, par réflexe, lui dit non. Ce qu'il fallait faire à ce moment-là, c'était surtout de ne pas répondre et de le laisser continuer. Ce n'est que plusieurs mois plus tard que le lieutenant Soucaz lira sur le journal une étrange histoire, classée comme un suicide par la police toulousaine. Elle s'est produite 7 mois avant l'interpellation d'Allègre. « 11 février 1997. La police judiciaire trouve le corps de Martine Mathias, 29 ans, secrétaire chez Siemens, dans son appartement. Des taches de sang souillent la salle de bain et le soutien-gorge de la victime. Les policiers trouvent également un chargeur de pistolet automatique. Martine Mathias est décédée alors qu'un incendie s'est déclaré dans son appartement, avec 2 foyers distincts. Malgré tous ces éléments troublants, l'officier de police judiciaire chargé d'enquêter va classer le décès de Martine Mathias en suicide. Allègre va donc avouer le meurtre de Martine. Il a rencontré la jeune femme dans un fast-food. Après avoir sympathisé, ils échangent leur numéro de téléphone. Mais Martine Mathias n'a visiblement pas l'intention de revoir Patrice Allègre. Alors, le tueur va venir l'attendre à son appartement, le 11 février 1997. Il va s'introduire chez elle, la frapper, la violer, pour finalement l'étrangler. À l'époque, la police avait classé cette mort en suicide, s'appuyant sur certains éléments de la vie de la jeune femme. Une thèse à laquelle ses proches n'ont jamais cru.
Et je disais, mais c'est pas possible. Et tous les jours, je lui disais à cet inspecteur, je lui dis non, c'est pas ça. Non, regardez, je lui racontais un peu ce qu'on faisait, tout ça. Je dis non. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je lui... quelle preuve voulez-vous amener à partir du moment où quelqu'un ne veut pas vous écouter? Voilà donc un nouvel homicide à mettre sur le compte du tueur en série. Mais une question se pose. Les policiers sont-ils au courant de tous les crimes commis par Allègre ? Ils veulent en avoir le cœur net. Pour cela, les enquêteurs sortent le grand jeu. Ils connaissent son goût pour le luxe, les soirées arrosées, le bling-bling. Alors, ils promettent des dîners de gala contre des informations. Pour ce mis en examen un peu spécial, ce sera huîtres, champagne et foie gras s'il fait avancer des dossiers. Un traitement qui mettra en confiance Patrice Allègre, même s'il est plus que discutable sur le plan de la morale. Un jour, lors d'une extradition de sa cellule, Allègre demande à prendre l'air, à profiter du dehors. Il sait qu'il va passer de nombreuses années en prison. Son escorte lui répond qu'en échange, il doit donner un tuyau. Ainsi, alors qu'ils sont encore dans la voiture, Allègre pointe la fenêtre d'un appartement situé près de la gare et déclare « Là, il y en a eu une ». Les gendarmes vérifient. Effectivement, une jeune femme a bien été retrouvée morte à cet endroit des années plus tôt. Il s'agit d'une certaine Valérie Tariotte. Valérie Tariotte était une serveuse de 22 ans qui travaillait dans un café près de la gare de Toulouse. Le 21 février 1989, elle est retrouvée morte à son domicile. Elle est bâillonnée, ses poignets sont liés et ses sous-vêtements sont déchirés. Mais la mort de Valérie Tariotte sera classée comme un suicide, de manière tout à fait étonnante. Les policiers se rendent compte que Allègre a fréquenté régulièrement Valérie Tariotte. En effet, il travaillait lui aussi dans ce café près de la gare, lorsque celle-ci a disparu. Allègre finira par avouer avoir étranglé et violé Valérie Tariotte. Un 5e meurtre, donc, à son actif. Pour la justice, l'affaire semble close. Ainsi, en 2002, le juge d'instruction envoie Allègre devant la cour d'assises pour 5 meurtres et 6 viols, dont 2 commis entre 1989 et 1990, et le reste en 1997. Il est condamné à 30 ans de prison, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Il n'interjette pas appel. Mais, dans le scénario retenu par la justice, le tueur se serait tenu tranquille durant 7 ans. Le directeur d'enquête Roussel est persuadé que le tueur ne s'est pas arrêté aussi longtemps de frapper. En 1998, les enquêteurs s'étaient servis du logiciel Anacrim, qui établit des liens entre une personne et des faits criminels qu'elle aurait pu commettre. Une première en France. Ils avaient trouvé de nombreuses similitudes entre le modus operandi d'Allègre et celui utilisé dans de nombreux crimes non élucidés dans la région. Michel Roussel veut en avoir le cœur net. Allègre est-il impliqué dans certaines de ces disparitions ? Il veut poursuivre les investigations. Et, lors d'une nouvelle extradition de sa cellule, Allègre va lui donner ce qu'il réclame. Cette fois, c'est un hôtel toulousain qu'Allègre désigne, en prétendant qu'il s'y est passé quelque chose. Il décrit une jeune femme qu'il y aurait violée et tuée. Là encore, les enquêteurs vérifient. Et là encore, ils découvrent qu'une jeune femme a bien été retrouvée morte à cet endroit. Elle correspond exactement au signalement qu'en a fait Allègre. L'affaire date de 1992. La jeune femme s'appelait Lynn Garbaldi. Michel Roussel obtient un cadre judiciaire de la part du procureur pour rechercher toute personne susceptible d'avoir été victime de Patrice Allègre. Une section de recherche spéciale est créée. Homicide 31.
Elle recense 191 affaires non élucidées depuis 1984, à Toulouse. Des morts classées en suicide, alors que tout indique qu'un crime a été commis. Toutes ces femmes qui ont disparu mystérieusement ont entraîné l'ouverture d'un dossier. Et quand on lisait ce dossier, bien avant l'affaire Allègre, bien avant les notables, on s'apercevrait que c'était un désastre absolu quant aux mesures d'investigation, un désastre absolu quant à la recherche des preuves, un désastre absolu quant aux causes de la mort, puisque très souvent on arrivait à la conclusion suivante: une femme qui était bâillonnée et qui avait une couche culotte dans la bouche, on considérait qu'elle s'était suicidée, ce qui était radicalement impossible. Mais moins d'un mois plus tard, Allègre se rétracte. Il n'est au courant de rien, il n'était pas là, il a montré l'hôtel au hasard. Ce faux aveu, c'est seulement pour obtenir huîtres et champagne, et pour profiter du dehors. Mais cette rétractation n'arrête pas les enquêteurs. Les équipes d'Homicide 31 se lancent dans une véritable quête de vérité dans ces différentes histoires. Ils intègrent le milieu de la nuit, des bars, de la prostitution. L'équipe est dirigée par Michel Roussel. Il va réussir à trouver 2 témoins pour l'affaire Lynn Garibaldi. Florence Kelafi, qui apparaîtra pour la presse sous le pseudonyme de Fanny, et Christelle Bourg, que le grand public connaîtra sous le sobriquet de Patricia. Ces dernières vont se mettre à table et elles ont beaucoup de choses à raconter. Les ex-prostituées vont être convoquées par les gendarmes à de nombreuses reprises. En 2003, Fanny est la première à craquer face à la pression. Elle sera vite suivie par Patricia. Ensemble, elles font des révélations concernant la mort de Lynn Garibaldi, impliquant Allègre dans le meurtre. Puis elles vont mettre en cause un magistrat du tribunal de grande instance de Toulouse, le procureur Marc Bourraguet. Ce dernier aurait organisé des parties fines sadomasochistes. Fanny explique qu'il a été son amant. Elle raconte des séances absolument surréalistes, au cœur même du palais de justice, où magistrats et politiques s'en donnaient à cœur joie. Fanny parle de véritables orgies sexuelles, où l'on s'adonnait aux perversions les plus abjectes. Elle affirme que les filles étaient mêlées de force à ces bacchanales, brutalisées, violées, parfois tuées. Lynn Garibaldi serait mêlée au trafic de filles lors de ces orgies. Elle aurait menacé de tout révéler à la police, et c'est pour cette raison qu'elle aurait été tuée par Allègre, sur ordre de Marc Bourraguet. Pour la première fois, le nom de Dominique Baudis est évoqué. Ancien maire de Toulouse devenu président du CSA. Baudis aurait été présent au moment du meurtre de la prostituée Lynn Garibaldi, de même que Marc Bourraguet. La Dépêche du Midi, quotidien régional, annonce une nouvelle affaire Allègre. Il est vite relayé par d'autres médias. Pour le milieu politique, c'est un séisme. Baudis, catholique pratiquant, homme de droite, agent des bonnes mœurs dans l'institution audiovisuelle française, serait en réalité un pervers sexuel à la tête d'un réseau criminel qui enlève, viole et tue des jeunes filles pour assouvir ses pulsions. Sitôt l'information mise au jour, Baudis intervient sur le plateau de France 2. Il veut répondre immédiatement aux accusations qui sont faites contre lui. Malheureusement, il se défend mal. Face à une calomnie comme celle-là, il ne faut pas faire le gros dos, faire la sourde oreille, faire semblant de ne pas entendre. Au contraire, la calomnie, je vais l'affronter face à face, les yeux dans les yeux, et je vais la prendre à la gorge. Évidemment, pour répondre à votre question, je n'ai jamais, ni de près, ni de loin, fréquenté Patrice Allègre. Vous ne le connaissiez pas, pas du tout. Fréquenté les proxénètes, ni participé ou organisé des soirées barbares. Cette goutte de sueur que l'ancien maire de Toulouse essuie sur son front va être traduite par beaucoup comme une preuve de sa culpabilité. La rumeur est lancée. Elle va entraîner dans son sillage
bien d'autres personnalités. Un autre magistrat va être mis en cause. Le procureur général du tribunal de grande instance de Toulouse, Jean Wolf. Aussitôt son nom évoqué dans cette affaire, il va être démis de ses fonctions par le ministre de la Justice, Dominique Perben. L'affaire Allègre devient une affaire nationale. Les médias se jettent à corps perdu sur la moindre information, négligeant les vérifications d'usage. Les affirmations des ex-prostituées vont être prises à la lettre, et la presse va avoir de plus en plus de mal à discerner le vrai du faux dans cette histoire. Les journalistes tendent le micro à n'importe qui, sans discernement. Jamel, jeune travesti dépressif, entraîné dans cette histoire par Fanny, donne de nombreux détails sur les enlèvements, affirme qu'il possède des preuves et va même jusqu'à dire qu'il a vu et discuté avec la petite Marion, disparue en 1996. Comment vous pouvez être sûr de ça? J'ai vu sa tête. Je lui ai parlé. Sentant que la tension monte autour de son affaire, mais aussi qu'on ne parle presque plus de lui, Allègre écrit une lettre à Karl Zéro. Il y affirme que Baudis et Bourraguet font bien partie du réseau. Dans sa lettre, il explique qu'il souhaitait spécifiquement se confier à Karl Zéro car il apprécie son émission. 2 semaines plus tard, le même Karl Zéro diffuse un entretien avec Fanny. L'ex-prostituée parle d'enfants qu'elle aurait vus suspendus à des crochets dans une chambre de torture, au premier étage d'une maison, près de Toulouse. Le quotidien Le Monde se fait l'écho de l'examen de cette maison par les enquêteurs. 15 jours seulement après avoir avoué le meurtre de Lynn Garaldi, Allègre se rétracte. Donc on visite Patrice Allègre, on discute avec lui, et là on découvre, on commence à se dire mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? Il nous explique que les révélations qu'il a pu faire à un moment, dans le cabinet du juge d'instruction, sont complètement fausses, qu'il a profité de l'écoute qu'il avait à ce moment-là, de la manière dont le gendarme, mais également le juge d'instruction, recevait sa parole comme étant une vérité qui ne se discutait pas, après confrontation avec celle qu'on a appelée les prostituées de Toulouse, eh bien, le sort des élus, le sort des politiques, le sort, malheureusement, de M. Dominique Baudis était scellé, puisque tous ces gens étaient accusés, pêle-mêle, tant par les prostituées que par Patrice Allègre, qui s'accusait, bien évidemment, de meurtres qu'il n'avait jamais commis. Allègre parle de pression et de promesses d'argent, contre lesquelles il devait mettre en cause Dominique Baudis. Il affirme qu'il devait recevoir 15 000 € de la part d'un collaborateur de Karl Zéro pour transmettre cette lettre. Le même Karl Zéro aurait, par l'intermédiaire de sa production, acheté une voiture à 11 000 € à Fanny, en échange de son témoignage dans son émission. 3 jours plus tard, Patricia, l'une des 2 prostituées, est mise en examen pour complicité de faux témoignages. On l'accuse d'avoir notamment manipulé Jamel, le jeune travesti qu'elle avait connu depuis des mois et hébergé. Les accusations portées contre les magistrats et les personnalités s'effondrent. Dominique Baudis ne pouvait par exemple être présent lors du meurtre de Lynn Garaldi, car il se trouvait au même moment à Paris. Marc Bourraguet, que l'on accusait d'être l'employeur des basses œuvres d'Allègre, ne connaissait en réalité pas ce dernier. Toutes les vérifications faites sur la base des dires des prostituées vont faire comprendre qu'elles ont menti. Les mises en cause, Marc Bourraguet, Jean Wolf, Dominique Baudis sont entendus par le juge. Celui-ci est obligé d'admettre qu'ils ne sont en rien responsables de ce dont on les accuse, et que ce fameux réseau n'existe pas. Finalement, le 17 septembre, Fanny innocentera définitivement Dominique Baudis. Patrice Allègre, lui,
a bénéficié de longs lieux dans toutes les affaires issues d'Homicide 31. Ce sont donc 191 affaires qui restent inexpliquées dans la région de Toulouse. Que cachent ces morts suspectes ? Sont-elles toutes le résultat du laxisme de la police, de la gendarmerie et de la justice ? Ou existe-t-il un réseau qui aurait mis un veto à des investigations sur ces affaires ? Les réseaux sadomasochistes ont existé, ils existent dans chaque ville, plus ou moins exacerbés, mais ça existe. Donc le problème est de savoir si il y avait un lien entre ces réseaux existants ou préexistants et tout ce qui a été dénoncé, c'est-à-dire Allègre, les notables, etc. Face au silence, une association voit le jour. Stop à l'oubli, mise en place par le père de l'une des disparues, Gabriel Loubradou. Selon la structure, tout n'a pas été fouillé concernant les disparitions. Pire, certains dossiers auraient volontairement été enterrés afin de ne pas gêner des magistrats haut placés qui y seraient impliqués. Cependant, depuis sa création, aucune des affaires n'a pu être éclaircie. J'ai suivi ensuite un peu l'évolution de ce qu'était devenu ou ce qu'allait devenir les dossiers qu'on avait imputés à tort, pour certains d'entre eux, à Patrice Allègre. Je vois que pas grand-chose a été fait. Il n'y a pas eu de grand succès. Donc on est sans doute avec des enquêtes qui, au début, ne sont pas à l'honneur de ceux qui les ont menées. Elles ne sont pas non plus, ces procédures, à l'honneur de certains médecins légistes qui ont fait n'importe quoi et qui se sont contentés, bien évidemment, de timides approches pour expliquer la mort de certaines jeunes femmes et transformer ces morts en suicides, alors qu'il y avait les éléments de vérité démontrant, par exemple, que quand on avait quelque chose au fond de la gorge, on ne se l'était pas mis volontairement et qu'il y avait des traces de coups qui étaient évidentes et que rien n'était expliqué par le suicide et qu'il y avait quelqu'un, un tiers, qui avait participé à la mort violente donnée à beaucoup de ces victimes. Après, pour le reste, on me dit qu'on fait toujours des enquêtes, qu'on mène toujours des recherches. Le temps fera son œuvre, je n'en sais rien, mais il n'y a pas grand-chose. Dans cette affaire, énormément de gens se sont résignés à ne pas connaître la vérité. Beaucoup de jeunes femmes ont disparu dans la contrée toulousaine, dans des circonstances extrêmement mystérieuses. On n'a jamais retrouvé ni le corps, ni les indices. Il s'est passé à l'évidence quelque chose. Tout le problème est de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que l'on peut considérer que ces choses-là peuvent être analysées à coups de hache par l'histoire Allègre et les notables? Force est de constater que malheureusement le dossier n'a strictement rien donné. En 2005, Charles-Louis Roche et sa sœur Diane lancent une polémique au sujet de la mort de leur père, Pierre Roche, président de la Chambre à la Cour d'appel de Nîmes, et décédé le 22 février 2003 en pleine affaire Allègre. Pour eux, leur père a été victime du réseau dans lequel il assouvissait lui-même ses pulsions sexuelles. Ça, ce volet de l'affaire Allègre que nous n'aurions jamais dû connaître et qui serait normalement resté secret à tout jamais et qui a éclaté suite à un enchaînement d'événements que mon père ne contrôlait plus du tout. L'existence d'un groupe secret de gens de pouvoir de tout type de milieux, la politique, la finance, on nous a parlé de gens des milieux médicaux, même universitaires. Ce groupe secret recrutait beaucoup dans les milieux judiciaires et même les policiers haut gradés y étaient très appréciés. Et il s'agirait d'un groupe secret dont les activités consistent à mener des sortes de cérémonies dans le plus grand secret, où l'on conjugue des pratiques aussi étranges et uniformément dégoûtantes que la sexualité de groupe, la scarification. Il a évoqué devant nous des images vous faire drécher les cheveux sur la tête. Il nous parlait de chair calcinée, de brûlures de cigarettes, de chair transpercée. Il nous disait que les
personnes qui étaient torturées, parfois tuées à l'occasion de ces séances, déjà les personnes tuées n'étaient jamais consentantes, et que parmi les personnes torturées, il y avait des malades qui réclamaient ce genre de traitement, et puis des personnes non consentantes, parfois des enfants, qui étaient d'abord torturés puis mis à mort, le tout filmé, faisant l'objet d'un trafic de cassettes vidéo illégales qui s'échangerait à des prix fous sous le manteau. Il nous a dit que les proies de ce groupe de prédateurs de la haute société étaient recrutés dans les couches les plus basses de la société et parmi les catégories de personnes que personne n'irait rechercher. Il nous a parlé de prostituées, il nous a parlé de clodos, je cite le terme employé par un magistrat. Il a même mentionné parfois des étrangers en situation irrégulière, suivant ce qui leur passait sous la main, j'imagine. C'est-à-dire des gens qui soit ont rompu des liens avec leur environnement, soit n'ont pas d'existence légale, c'est ce qui est le cas justement d'étrangers en situation irrégulière, et donc en tout cas des gens que personne ne va aller chercher, ou à propos desquels toute enquête sera plus ou moins vouée à l'échec dès le départ. Mais il semble que ces deux fils de magistrats, ainsi que leur mère, avaient des comptes à régler avec leur père défunt. En août 2002, des images érotiques de la femme de Pierre Roche apparaissent sur un site anglo-saxon et sont ensuite publiées dans le magazine Entrevue. La justice a condamné Charles Roche, Diane et leur mère pour avoir divulgué ces images et avoir accusé leur père d'en être à l'origine. On ne saura peut-être jamais ce qui est réellement arrivé aux 191 victimes recensées par Homicide 31. Finalement, les accusations contre Dominique Baudis et les magistrats s'effondrent. Reste à savoir pourquoi cette affaire a été montée en épingle. Peut-on penser qu'il s'agit seulement du délire de deux ex-prostituées ? Il semblerait que certaines personnes avaient intérêt à voir éclore ces accusations. En février 2004, le juge Perriquet charge l'inspection technique de la gendarmerie d'enquêter sur les méthodes de la cellule Homicide 31. Le gendarme Michel Roussel, directeur d'enquête, est accusé d'avoir fomenté un complot à l'aide de deux magistrats toulousains, le juge d'instruction Lemoine et le substitut Heinrich. Le but de ces derniers était d'enfoncer Marc Bourraguet. On se rend compte que les méthodes employées pour recueillir des témoignages sont pour le moins étranges. Les prostituées auraient été vivement incitées à désigner certains magistrats dans l'album photo qui leur a été présenté. Ce faisant, elles désigneront Marc Bourraguet et Jean Wolf comme étant des membres du parquet de Toulouse, alors que ces derniers n'étaient pas en poste dans la région au moment des faits. Finalement, le 25 mars 2005, le juge d'instruction Perriquet déclare un non-lieu pour toutes les inculpations dont sont l'objet Dominique Baudis et Marc Bourraguet. Jamel, qui comme les prostituées avait été mis en examen pour faux témoignage, se suicide le 20 septembre, de crainte, selon ses avocats, d'une nouvelle audition chez le juge, devant lequel il devait expliquer pourquoi il avait pris part à ces accusations. En juillet 2005, Fanny et Patricia sont condamnées respectivement à 18 mois et 3 ans de prison ferme pour complicité de témoignages mensongers, dénonciation de crimes imaginaires et subordination de témoins. Peut-être faut-il également y voir une affaire personnelle. La Dépêche, le quotidien local ayant fait régulièrement ses gros titres sur l'affaire, et notamment sur le prétendu réseau de magistrats, est détenu par Jean-Michel Bellet. Il n'est pas seulement un patron de presse, il est également élu, sénateur-maire de Valence d'Agen et président du Conseil général du Tarn-et-Garonne. C'est aussi et surtout un rival politique de longue date de Dominique Baudis. Leur famille se livre bataille depuis des générations. Cette rivalité aurait-elle dépassé le cadre politique pour intégrer ceux judiciaires et médiatiques ? Quelques mois avant l'éclatement de la polémique, Jean-Michel Bellet, sa mère,
ainsi que sa compagne et ses 2 sœurs, ont été condamnés par la justice pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux. Le procureur qui avait mené l'instruction n'était autre que Marc Bourraguet et son supérieur, le procureur général Jean Wolf. Y aurait-il une volonté de vengeance de la part du patron de la Dépêche du Midi ? Jean-Michel Beylet est une figure dans la région toulousaine. Héritier d'une famille très fortunée, maire de Valence d'Agen, président du Conseil général du Tarn-et-Garonne et plusieurs fois ministre, il est aussi à la tête du puissant groupe de presse La Dépêche du Midi, quotidien le plus lu dans la région toulousaine. Beylet a été condamné au cours d'un véritable marathon judiciaire, au cours duquel il a interjeté plusieurs fois appel. Il doit sa condamnation et celle de sa famille à la ténacité du procureur Marc Bourraguet, appuyé par le procureur général Jean Wolf. L'instruction avait dans un premier temps débouché sur un non-lieu pour les membres de la famille Beylet, avant d'être réexaminée en appel et de mener les mis en examen devant la cour. On leur reprochait notamment d'avoir fait supporter les coûts de leurs employés de maison, femmes de ménage, cuisinières ou encore jardiniers par le groupe La Dépêche via des manipulations frauduleuses. À l'issue de sa condamnation, Jean-Michel Beylet aurait été convaincu que ces poursuites étaient le fruit de ses opposants de droite. Il aurait notamment appelé Dominique Baudis au téléphone en lui reprochant d'être à l'origine, lui et certains de ses amis, de cette persécution. A-t-on assisté, derrière un décor justiciable de Potemkin, à une rivalité tant personnelle qu'idéologique entre les procureurs Bourraguet, Wolf, l'ancien maire Baudis d'une part, et le juge Lemoine, le substitut Heinisch, Jean-Michel Beylet d'autre part. À cela, il convient d'ajouter une véritable bataille idéologique qui se livrait au sein même du tribunal. En effet, 2 camps se détachent au sein des assises. Celui du juge Lemoine et du procureur Heinisch, ouvertement de gauche et acquis à la cause de Beylet, et celui de Marc Bourraguet et de Jean Wolf, personnalité de droite, attachée à Dominique Baudis. Y a-t-il eu un tabou de la part des médias pour dénoncer cet acharnement ? La presse, écrite, la télévision, la radio, sont-ils tous complices de cette mise à mort sociale de personnalités catho et de droite ? Pour bien comprendre cette espèce d'affaire terrible pour ceux qui l'ont subie, on est obligé de se pencher vers l'absence totale de scrupules et de professionnalisme de certains. Et dans ces certains, j'y englobe bien entendu les journalistes de l'époque. Je les ai vus, ils sont venus me voir. À un moment donné, il fallait à tout prix arracher des documents pour aller à l'encontre des notables. Et puis, le même journal, une semaine après, nous envoyait quelqu'un pour qu'on conteste tout ce qui avait été dit jusqu'à présent et qu'on aille au secours des notables. C'était inénarrable la situation. On a accusé la presse et on l'a mise en cause gravement, bien évidemment, parce que les articles, les reportages télévisés qui se succédaient les uns aux autres, l'intervention de Karl Zéro, vous vous en souvenez dans la première partie, tout ça, c'était bien évidemment la faute de la presse. Il fallait pas. On est tous d'accord, ils n'ont pas vérifié les infos, ils se sont jetés à corps perdu dans une chasse au scoop, à la révélation, au personnage qui allait venir conforter l'idée selon laquelle, décidément à Toulouse, il y avait des choses graves qui se passaient, avec des meurtres, avec des viols, y compris d'enfants. Ça, la presse, elle a pris sa part. Mais moi, j'oublie pas, il n'y a pas cet emballement médiatique si l'institution judiciaire s'y oppose et ne prête pas la main. Il faut qu'on se souvienne quand même qu'il y a un trio qui fonctionne à plein,
qui est le gendarme Roussel, à la tête de la cellule homicide 31, le juge d'instruction et le procureur de la République, qui va, dans une déclaration totalement désordonnée, dire qu'il a décidé l'ouverture d'une information en raison de l'emballement médiatique. Mais enfin, où on est? C'est pas l'emballement médiatique qui est à l'ouverture et qui est la cause d'une procédure d'information. Ce sont bien évidemment des faits criminels ou en relation avec des délits et avec, bien évidemment, peut-être la possibilité de viser telle ou telle personne. Là, ça s'est passé de cette manière-là. Alors les trois sont responsables. Tout le monde y est allé, au point d'ailleurs que dans le palais de justice de Toulouse, plus personne ne se disait bonjour, tout le monde se regardait avec un œil en dessous. Est-ce qu'il n'est pas mouillé? Est-ce qu'il fait partie de ces réseaux dont on dit qu'il gangrène la ville de Toulouse avec le chef, entre guillemets, le chef violeur, le chef meurtrier Dominique Baudis? L'adjudant Michel Roussel se serait-il laissé manipuler par ces magistrats, qui lui aient accordé tous les crédits qu'il désirait pour mener l'affaire, son affaire, puisqu'il évoluait, selon les dires de ses collègues, en véritable cavalier seul au sein de la cellule d'enquête homicide 31. Roussel aurait-il été le jouet d'une bataille qui se jouait sur un autre plan, non pas judiciaire, mais bien politique et idéologique? On mesure en tout cas l'incroyable collusion qui a permis la mise en route d'une machine médiatique et judiciaire infernale. Des juges et un enquêteur qui ont besoin d'un appui médiatique. Un patron de presse qui veut une revanche judiciaire et poursuit un combat politique. Tout cela alimenté par des journalistes de tous bords, trop heureux de trouver le scandale du siècle, là où il n'y avait au départ qu'une série de faits divers tragiques. La justice a tenté d'y voir plus clair dans ce fiasco de ses propres services. Mais l'enquête diligentée par le juge Périquet, chargé de faire la lumière sur cette histoire, n'a jamais pu établir de faits avérés. Comme dans l'affaire du réseau sadomasochiste, tout retombe comme un soufflet sorti trop tôt du four. Les magistrats Lemoine et Haïniche sont mutés. L'adjudant Roussel est mis en retraite anticipée. Une manière comme une autre de disperser les cendres. Après l'affaire, Dominique Baudis a présidé l'Institut du monde arabe, puis a été nommé défenseur des droits par Nicolas Sarkozy en 2011. Mais il contractera un cancer qui finira par le terrasser 3 ans plus tard. Beaucoup disent que sa maladie et son décès sont une conséquence de cette histoire, des accusations fallacieuses qu'il a dû affronter. Le nom de Dominique Baudis s'ajouterait alors à la longue liste des victimes de l'affaire Allègre.